La deuxième période dans cette Omra s'est passée à Médine, la ville du prophète, salam. Alors, différente, parce que moins bruyante. Médine est beaucoup plus calme, hein, les espaces sont beaucoup plus larges, la Mecque étant une ville montagneuse, assez exiguë en quelque sorte. Médine pour moi est la station du repos de l'âme. Si je puis donner une définition de Médine, c'est le repos de l'âme. Bien sûr, il y a le tombeau du prophète, il y a sa présence spirituelle à travers ce mausolée et aussi sa dépouille. Mais en termes de ressenti, je dirais que Médine est le repos de la foi. C'est le repos de la foi dans le sens où, eh bien, on se lâche. Après toute cette période mécoise de turbulence, de bruit, d'effervescence, Médine reste pour moi le lieu de la paix et de la joie et du silence. Dans le sens où il est un lieu propice à la méditation, au retour sur soi, à la contemplation, et donner cela à son âme aussi, c'est quelque chose d'important. Et je dirais, pour celui qui accomplit la Omra, qu'il est nécessaire de prendre ces deux temps. Je dirais, comme moi j'ai pu le faire, c'est-à-dire un temps d'effervescence, comme toute chose qu'on connaît ou qu'on découvre, eh bien il y a l'effervescence, et après l'effervescence, eh bien ça tombe un petit peu, et puis on a envie un peu de se reposer. Eh bien c'est bienvenu en quelque sorte, parce que à travers la Mecque et Médine, Mecque et Médine, eh bien il y a toute la vie humaine. On a besoin d'activité, on a besoin de s'extérioriser. Pour moi, ça représente la Mecque, l'extériorisation, l'œuvre, et Médine représente pour moi l'intériorité, le repos et l'intériorité. Donc c'est tout à fait à l'équilibre et à l'échelle de l'être humain finalement. Une Omra est tout à fait à l'échelle humaine des représentations de ce que constitue l'être humain dans sa définition même, ontologiquement parlant. Donc c'est tout à fait remarquable. Et pendant ces 30 jours, eh bien, j'ai vécu des choses merveilleuses, encore une fois des rencontres, etc. Les prières de Talawir. Imaginez-vous les grands récitateurs que l'on connaît à travers les CD, les cassettes, les vidéos, on les entend, et puis c'est tout à fait remarquable. Alors bien sûr, après 30 jours, quand on revient dans nos réalités, et moi habitant en France, pendant 30 jours vous avez vécu cela et vous revenez en France, vous ouvrez les yeux très grands, vous dites mais où est la foule, où est le repos? Bien sûr, je suis heureux comme je suis, mais je n'entends plus l'Aden. On le cherche, on cherche l'appel à la prière quelque part, et c'est tout à fait déroutant. Et je pense que tout pèlerin racontera la même chose. Il n'y a pas que moi qui raconte ces choses-là. C'était ma seule expérience, d'ailleurs c'est la seule Omra que j'ai pu faire pour l'instant, et j'espère, Inch'Allah, dans un temps très court, d'accomplir mon Hajj, mon pèlerinage, mon grand pèlerinage, si Allah le permet, et pour vivre d'autres émotions et aussi pour accomplir, et c'est le plus important, un pilier essentiel de notre religion. La religion, après les lois françaises relatives à la séparation de l'Église, donc le pouvoir religieux et de l'État, et surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu comme un vent de liberté en France, et surtout après mai 68, après les révoltes étudiantes, où les gens, la plupart des jeunes, voulaient s'affranchir des normes religieuses, des normes de leurs parents, de leurs grands-parents, qui pour eux étaient quelque chose de dépassé. Et moi j'ai un petit peu baigné, 10 à 15 ans après, de tout ce mouvement de mai 1968 pour que la société change, qu'il y ait beaucoup plus de liberté individuelle. C'est à ce moment-là que les femmes notamment demandaient leur émancipation. Hein, c'est à ce moment-là que tous les mouvements féministes se sont créés. Donc il y avait une libération de l'individu, des carcans, de la religion, des traditions, qui pour eux étaient plus des prisons que des espaces de liberté. Donc c'est la raison pour laquelle, et tout ça, ça vient aussi des États-Unis. Il faut savoir que les Alliés en 1945 ont libéré la France, et que en libérant la France,
eh bien, les Américains ont abandonné leur culture. C'est la musique, la danse, la liberté sexuelle, etc., etc. Dans une France qui était assez puritaine, finalement, les Américains ont apporté un vent de liberté, entre guillemets, ce que j'appelle liberté de manière profane, qui n'est pas, islamiquement parlant, une liberté aujourd'hui. Mais, en revanche, à l'époque, et à mon époque, en 1980, ce vent de liberté soufflait encore. Et moi, j'étais dedans. J'étais encore dans les mouvements hippies des années 70, 75, Woodstock, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Moi, j'étais encore dedans. Parce que je voulais changer aussi, à ma manière, la société. Donc, c'est assez caractéristique de cela. Aujourd'hui, en revanche, si vous dites à un jeune homme ou quelqu'un, quel est votre avenir, comment le voyez-vous, les gens sont beaucoup plus pessimistes aujourd'hui qu'auparavant. Les gens étaient beaucoup plus optimistes sur l'avenir en 1980-85 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un quel projet d'avenir veux-tu faire? Ah, je ne sais pas, moi je pense quitter la France pour aller vivre au Canada, aux États-Unis, en Australie, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, de liberté que chez nous en France, dans la vieille Europe. Pour beaucoup aujourd'hui, l'Europe, il y a trop d'immigrés, il n'y a pas assez de travail, il y a du chômage, il y a des problèmes sociaux, la vie est chère, on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on travaille, alors qu'en Australie, au Canada, aux États-Unis, il y a plus d'opportunités. Donc les Occidentaux, je pense, en 1980 comme en 2010, 2013 aujourd'hui, veulent encore plus. Ils veulent réussir leur vie et faire ce qu'ils ont envie de faire, de manière individuelle. C'est ce qui vraiment qui marque la société occidentale aujourd'hui. Donc à mon sens, il y a une évolution qui pour moi n'est pas une évolution mais une dévolution, c'est-à-dire qu'on part en arrière. On part en arrière et les gens n'ont pratiquement plus envie de vivre en quelque sorte. C'est comme le vieil adage disait, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Peu importe l'avenir. Mais je pense que les choses peuvent changer. Et puis, elles ont changé pour moi, en tout cas, et peuvent changer pour les autres aussi. En ce qui concerne mon point de vue sur le monde musulman actuel, à travers ce qu'il manquerait ou les avantages qu'il a, en parlant d'avantages, moi je dirais que c'est le nombre de musulmans et aussi le nombre de personnes qui embrassent l'islam. Pas forcément les démographies soi-disant plus importantes dans les pays à majoritairement musulmans, mais je veux dire en termes de conversion dans les sociétés occidentales. Et je crois que la chance de l'islam pourrait être le nombre de convertis, justement. Parce que ce n'est pas un phénomène rare. L'islam est la religion qui enregistre le plus grand nombre de conversions. Et d'ailleurs, il y a eu des statistiques qui ont été faites il y a très peu de temps. Et vous savez que sur 10 conversions, 7 conversions sont des femmes. Donc 70% des convertis sont des femmes. Alors c'est quelque chose d'incroyable. Après, on va dire que l'islam oppresse les femmes. Donc on voit bien qu'à travers ces conversions, que l'islam non seulement n'oppresse pas les femmes, mais que la femme étant l'avenir de l'homme aussi, eh bien c'est une religion qui est en expansion. Non seulement démographiquement, mais aussi à travers le message d'universalité qu'il propage. Donc ça c'est un avantage, c'est la démographie, le nombre de conversions, c'est-à-dire un peu de sang neuf dans le monde musulman. Les avantages aussi, c'est que eh bien, c'est une religion qui n'est pas endormie, qui avance. Notamment dans mon pays, la France, les musulmans commencent à sortir des ghettos, des caves, hein, comme on disait avant, et à s'afficher un petit peu dans la vie publique. Il y a un certain nombre de musulmans qui ont des positions assez honorables. Ils sont avocats, hommes d'affaires, ils sont professeurs d'université, hommes et femmes. Tout confondu. Donc il y a une émergence, une visibilité apparente hein, qui émerge, et ça c'est des bons signes.
Alors, parler globalement de l'islam dans le monde, je ne connais pas toutes les données. Je sais que selon les pays, eh bien les avis peuvent diverger, ou les conditions environnementales peuvent être différentes, les contextes différents aussi. Donc il est très difficile de pouvoir dire globalement. Mais je pense que je reste optimiste. Si je devais mettre un mot sur cela, sur les avantages de l'islam du point de vue mondial, c'est optimisme pour l'avenir. Ce qu'il nous faut défaut, notamment en France, qui est mon pays, c'est l'accès aux médias. Moi je pense qu'il faudrait davantage de médias en France, à l'instar des médias qui puissent exister en Grande-Bretagne, notamment avec Islam Channel, et d'autres canaux d'information. Donc je pense à des chaînes privées, des radios, des journaux, des revues, plus d'auteurs, sachant que 90% des livres écrits sur l'islam, ce sont des non-musulmans qui l'ont écrit. Alors sachant que des non-musulmans écrivent sur l'islam, et c'est la plupart des livres qui sortent en France, dans toutes les librairies, c'est des spécialistes, entre guillemets, de l'islam qui écrivent au nom des musulmans. Donc j'aurais aimé, et je pense que dans quelques générations cela se fera, dans cet optimisme que j'évoquais auparavant, eh bien qu'il y ait davantage de médias positifs. Alors, bien sûr, dans toute démocratie telle que la France, ces médias pourraient proposer des débats d'idées, des débats d'opinion, bien sûr en respectant les croyances des uns et des autres, en tout cas les opinions des uns et des autres, hein, dans les lois françaises. Et je crois que ça pourrait porter quelque chose de positif dans l'imaginaire collectif des Français. Alors, je sais qu'en Allemagne et dans d'autres pays européens, notamment en Scandinavie, les musulmans ont beaucoup plus accès à ce genre de choses, d'ailleurs se constituent en association. Il y a aussi la question épineuse du port du voile, du hijab en France, qui est un sujet de société important, alors qu'il l'est beaucoup moins dans d'autres sociétés européennes. Donc là, c'est aussi lié à l'histoire de la France, à son imaginaire collectif, relativement à l'islam. Donc tout cela fait que ces facteurs-là, à première vue discriminatoires, a l'avantage quand même de pouvoir mettre en avant ou mettre sur le terrain l'islam lui-même. Puisque même si on parle de l'islam en marge, ou même si on dénigre l'islam ou les musulmans, on parle quand même de l'islam et des musulmans. Donc le fait, c'est de ne pas tomber dans l'oubli. Donc c'est aux musulmans eux-mêmes, je pense, à se coordonner et à s'unifier, à trouver une véritable fraternité dans des actions données, pas seulement au point de vue religieux, encore une fois dans cette porte ouverte, où chaque musulman lui-même et aussi en association puisse ouvrir sa porte et ses portes aussi, mais aussi avoir nos propres outils, à l'instar des juifs, des chrétiens vivant en France, de toutes ces organisations juives et chrétiennes vivant en France, et même les bouddhistes aujourd'hui en France, qui est une religion qui monte, eh bien nous musulmans, avoir aussi nos propres médias, nos propres journaux, nos propres... voilà, je pense que c'est quelque chose que je vois de manière très positive et qui est un manque. Et la deuxième des choses, c'est peut-être aussi les musulmans ne doivent pas être timides dans les sociétés où ils habitent. Je dis toujours à mes enfants, soyez fiers et marchez la tête haute dehors. Ne soyez pas les yeux baissés, la tête baissée, ne soyez pas orgueilleux non plus, bien sûr, mais marchez la tête haute dans le sens, soyez fiers de ce que vous êtes. Je crois qu'être musulman, c'est être fier d'être ce qu'on est, et de vivre une foi authentique, un message authentique, et de transmettre ce message par le biais de différents canaux à travers notre témoignage de vie, notre comportement de chaque jour, mais aussi, encore une fois, à l'aide de méthodes, d'outils tels que les médias, qui me semblent aujourd'hui. Nous sommes dans un monde globalisé, où nous sommes dans un monde où le numérique prend sa place. Alors, quand je parle du livre, le livre est important certes, et je mets beaucoup plus l'accent aujourd'hui sur le rôle de l'audio.
à travers bien sûr des films, des cassettes, des témoignages, parce que les images, accompagnées des paroles, est quelque chose pour moi de très très essentiel et très en phase avec notre époque. Une information quelconque, au bout du monde, en quelques minutes, dans tous les journaux télévisés, c'est diffusé. Donc je crois que le média, en tout cas ce média-là, le média cinématographique et radiophonique, peut permettre cet accès rapide à une information. Alors ça a plein d'avantages aussi, c'est la vitesse de propagation, les images aussi proposées, les réalités aussi qui sont proposées dans n'importe quel coin où il y a une radio et une télévision, et aujourd'hui tout le monde a une radio et une télévision, à peu près partout dans le monde, si ce n'est un portable avec toutes les fonctions Internet, etc. Et l'Internet aussi, quand je dis média, c'est aussi l'Internet, hein, bien sûr, alors qu'il y a de tout et de n'importe quoi sur Internet. Donc je suis beaucoup plus réservé sur Internet, mais en revanche, je suis beaucoup plus convaincant sur la télévision et sur la radio, qui pour moi sont les deux outils nécessaires pour que le message de l'islam soit positif, en tout cas reçu positivement à l'aune de tous les médias existants dans notre monde aujourd'hui.